Bonjour à toutes et à tous, et puis merci de vous être inscrits à cette réunion. L'organisation va vous présenter un petit peu le projet, et puis après on se mettra par petits groupes pour permettre aussi aux parents, aux enseignants et à toute l'équipe de discuter, de se poser des questions. Tout n'est pas encore fixé, puisque le lycée va ouvrir à la rentrée avec une classe de seconde, mais il y aura ensuite la première et la terminale. Donc on est ravis de partager cette construction du projet avec vous. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, et même pour les parents qui sont là depuis plus longtemps, un grand merci à Margot de nous avoir fait cette petite infographie. C'est un petit cheminement de l'école, donc on a ouvert en 2017 avec 27 élèves, et je vois des visages familiers. Certains parents étaient là dès la première année, et certains élèves aussi, donc ils sont arrivés en CE2 à la Lab School. Nous étions rue d'Alexandrie dans le 2e arrondissement. En 2018, on a ouvert pour la première année le collège, donc une classe de 6e, mais toujours dans les mêmes locaux, toujours avec le même nombre d'élèves. Et c'est là que d'autres élèves nous ont rejoints, et dont je salue les élèves et les parents qui sont là aussi aujourd'hui, qui sont toujours avec nous. En 2019, l'école a grandi pour la première fois en nombre de manière significative, parce qu'on a pu partager les locaux avec une autre école dans le 11e arrondissement, près du métro Parmentier. On a ouvert le CP, le C1, et on a continué à grandir, donc on a ouvert la classe de 5e. Et 2020 a été une grande année, puisqu'on a pu disposer des locaux qui sont ici. On a déménagé en plein premier confinement au mois de mai. Et à partir de la rentrée 2020-2021, on a accueilli à peu près près de 75 élèves, ouvert la classe de 4e, et aujourd'hui nous avons l'ensemble du cycle élémentaire jusqu'à la 3e, avec notre première promo de candidats au brevet. Et la réunion d'aujourd'hui vise à construire la suite, donc la rentrée 2022, ouverture d'une classe de seconde dont on va vous parler de manière un peu plus détaillée. 2023, ouverture, on est candidat, on attend la réponse à notre candidature à l'IB pour pouvoir proposer le bac international. On y reviendra, et Alice vous expliquera aussi comment ça fonctionne, et on vous expliquera pourquoi on a fait ce choix. Et donc dans un futur un peu plus lointain, 2024, nous aurons notre première promo de bachelier à l'IB. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce premier début de parcours? Voilà, c'était juste un petit résumé pour dire où on est et où on va. Alors la prochaine étape, c'est aussi, puisque les locaux ici nous permettent tout juste d'accueillir les élèves du CP à la 3e, mais ne nous permettraient pas d'ouvrir une classe de seconde en plus. Il a fallu trouver des nouveaux locaux, et bon, il y a encore une toute petite incertitude, mais en principe, et il y a 99,9% de chance, je pense, à partir du mois de février, on pourra disposer de locaux qui seront situés sur la ligne 9, donc la même ligne de métro qui nous amène, enfin l'une des lignes de métro qui dessert la rue des Boulets. Ça sera 38 rue Parmentier à Montreuil. C'est métro Croix de Chavaux, et c'est un local qu'on vous fait découvrir en avant-première. C'est un bâtiment autonome, c'est-à-dire que ce ne sera pas comme ici une copropriété, c'est un immeuble de 3 étages avec une petite cour. Et sur ces 3 étages, ce qui est prévu, pour l'instant c'est une agence d'architecture. Il y aura des travaux à faire pour le mettre aux normes, notamment pour le rendre accessible aux handicapés, donc aux normes établissement recevant du public et accueil de personnes à mobilité réduite. On va continuer à travailler avec Anna Pinto, l'architecte avec qui on travaille depuis plusieurs années sur ce projet d'école. Et sur les 3 étages, on s'est renseigné aussi sur les attentes de l'IB, parce que pour avoir l'accréditation, il y a un certain nombre de conditions à remplir, et notamment d'avoir une bibliothèque, un laboratoire pour les sciences. Donc sur ces 3 étages, il y aura un étage maths et sciences, un étage langue et littérature, et un étage pour les arts au sens large. Et comme chaque plateau fait pratiquement 100 mètres carrés, c'est aussi un espace qui nous permettra éventuellement d'organiser, à l'étage des arts, d'avoir une petite salle qui permette d'organiser des performances pour un nombre d'accueillir du public en nombre limité, mais quand même de faire des vrais petits spectacles. Pour anticiper une question qui nous a été posée plusieurs fois par les parents d'élèves d'élémentaire,
quels seront les liens entre le collège et l'école, et puis puisqu'il y a une cour, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre l'élémentaire là-bas, de garder le lycée ici? Il y a différentes raisons. L'une des raisons, c'est que pour de nombreux parents, la Croix de Chavaux, ça sera quand même plus loin qu'ici, même si certains de nos parents d'élèves habitent déjà Montreuil. Et c'est plus pratique d'avoir des trajets un peu moins longs. Par ailleurs, on a l'autorisation, on est installé, tout a été fait ici il y a 1 an pour accueillir les élèves d'élémentaire. Donc on ne va pas changer le projet en cours de route. Et ça sera beaucoup plus adapté par rapport à la pédagogie qu'on met en œuvre, par rapport à ce qu'on a envie de faire avec les élèves, d'avoir cet espace qui sera autonome avec un étage par grand domaine. En revanche, on va justement s'en servir pour pouvoir renforcer les liens entre les différents cycles. Et par exemple, la grande salle qui sera en haut pourra aussi servir de salle, alors pas de gymnase, parce que pour ceux qui nous rejoignent, nous n'avons pas d'accès régulier au gymnase pour tous les cycles. Avec certains élèves d'élémentaire, c'est possible. Les collégiens ont accès à un espace extérieur et donc quand il pleut, comme c'était le cas hier, c'est pas forcément très pratique. Et donc on utilisera aussi cet espace en haut pour pouvoir faire par exemple du yoga, de l'expression corporelle, de la danse, pas des activités, on ne pourra pas faire du basket, mais au moins on aura un espace intérieur qui sera utilisable en cas de mauvais temps. Le laboratoire sera aussi un lieu qui pourra être un lieu où les élèves d'élémentaire et les élèves de 6e, 5e et 4e pourront venir faire des sciences. Donc on va vraiment travailler pour qu'on garde cet esprit qu'on a ici dans ce local plus grand de circulation de journée intercycle et d'échange entre les plus grands et les plus petits. Ça permet aux plus petits de se projeter aussi, de voir vers où ils vont. Et aux plus grands de garder le contact avec leurs enseignantes, avec leurs enseignants, avec leurs camarades. On va d'ailleurs en profiter tout à l'heure pour proposer aux enseignantes qui sont ici et à Marlène Martin de se présenter. Et donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur les locaux. Et puis sur la suite, pour la seconde, on offre une seconde générale. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le programme de l'IB dans son ensemble, mais la seconde sera une sorte d'année intermédiaire avec déjà une préparation aux attendus de l'IB. Alors Alice va vous parler un peu plus précisément de la pédagogie et puis de la manière dont sont abordées les choses dans l'IB. Mais pour des élèves qui feraient une seconde chez nous, il sera très facile de passer éventuellement dans une première ou une terminale, enfin une première en tout cas, une première générale dans un lycée autre. Donc c'est pas forcément, c'est possible de continuer l'aventure avec nous jusqu'en seconde, et puis après d'envisager l'IB, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas envie d'envisager l'IB, c'est tout à fait possible d'avoir un autre projet. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse toute la présentation parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on va répondre avant même que les questions soient posées. Mais vous pouvez les noter et puis on fera une petite séance de questions-réponses et après on se mettra par petits groupes pour échanger. Est-ce qu'avant qu'on fasse ça, éventuellement les enseignantes et Marlène qui sont ici, vous voulez bien vous présenter? Moi je ne me suis pas présentée, je suis Pascal Hague, je suis la fondatrice de l'école et je suis maîtresse de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et membre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Bonheur, qui est associé à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour, je suis Virginie Fox, je viens d'arriver à la Lab School comme enseignante en mathématiques. Je suis très heureuse d'être ici. Bonjour, je suis Isabelle Leville, professeure de français et d'histoire au collège. Bonjour, et donc moi je suis Marlène Martin, je suis la directrice pédagogique de la Lab School depuis un certain temps. Et par ailleurs, je suis doctorante au laboratoire CIRNEC de l'Université de Caen et je travaille justement sur la question du co-enseignement, le fait d'avoir 2 enseignants en classe. Et je suis Alice Guin, je suis la professeure anglophone, même si ça s'entend pas, du cycle 4. Et une dernière précision que je n'ai pas donnée pour la répartition des élèves, à partir de l'année prochaine, les élèves, le collège va être réparti un peu différemment. Les élèves de 5e et 4e resteront en cours double et les 3e iront avec les secondes en cours double, donc à Montreuil. 3e seconde et première terminale sera ensemble. Donc on va garder le système de multiniveau, mais en réduisant un peu l'empan pour différentes raisons, mais notamment pour permettre d'accompagner le mieux possible chaque élève au plus près de ses besoins, en gardant des temps de travail en autonomie, mais en n'ayant pas forcément en ayant toujours un enseignant qui soit disponible auprès d'un groupe d'élèves. Puisque pour les personnes qui nous rejoignent, on a des triples niveaux pour l'instant, où il y a en général un enseignant, soit ils sont tous ensemble, donc en co-enseignement comme l'a dit Marlène,
soit un enseignant avec un groupe, un enseignant avec un autre groupe, et puis un groupe qui travaille en autonomie et on tourne. Et ce qui est intéressant, ça permet aussi aux élèves de collaborer. Donc on va essayer de garder le meilleur de chaque approche. Et donc pour C'est bon. Oui. Donc pour détailler un petit peu plus la seconde et notre idée, ce serait aussi d'accueillir des élèves qui auraient des projets artistiques ou sportifs professionnalisants, pas juste qu'ils aiment faire du sport ou de l'art. Mais donc on propose un emploi du temps aménagé avec la plupart des matières du curriculum de l'éducation nationale qui se dérouleront entre 9h et 13h15. Et après une après-midi qui sera plus axée sur la préparation à l'IB, sur les arts, l'éducation physique et du renforcement en anglais, parmi autres choses. On va aussi évidemment garder nos conseils de classe qui sont très importants pour notre pédagogie qu'on vise démocratique à la Lab School. Et donc voilà un exemple d'emploi du temps éventuel. Bien sûr, voilà, c'est pas forcément l'emploi du temps final. Il est possible qu'il y ait des choses qui bougent. Ça dépendra aussi de nouveaux recrutements, puisqu'on va recruter un certain nombre de nouveaux enseignants pour élargir l'équipe. Mais c'est un exemple de ce que pourrait être l'emploi du temps de l'année prochaine. Et donc, après la seconde, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça, on proposera le IB, donc le Bac International, International Baccalaureate, qui est un programme qui existe depuis les années 60 et qui est vraiment répandu parmi tout le monde entier. Et donc, c'est sa spécificité qui fait que nous étions très attirés par ce programme. On était aussi très attirés par sa mission qui est de développer des individus curieux qui cherchent à avoir du sens dans leur vie et des citoyens engagés. Donc ça aussi, ça a été très en lien avec ce qu'on fait déjà à la Lab School. Et donc on a trouvé vraiment beaucoup de cohésion entre ce qu'on fait déjà et le programme proposé par l'IB. Voilà, et on peut compléter sur le fait que le choix a été aussi dicté par le fait que les écoles privées hors contrat sont vraiment défavorisées par le bac francophone, le bac classique, qui a subi des réformes, comme certains d'entre vous, ceux qui ont des grands-enfants le savent peut-être. Et notamment, il y a eu une introduction d'une grande partie de contrôle continu dans l'enseignement public. Et pour l'enseignement privé hors contrat, c'est uniquement en contrôle final. Et donc ça introduit quand même une inégalité, avec en plus une structuration autour de matières qui suppose de pouvoir offrir beaucoup d'options. Or, nous, dans nos classes, on a entre 10 et 15 élèves par niveau, ou on aura entre 10 et 15 élèves par niveau. Et donc, il nous est difficile de proposer plein d'options différentes. Donc voilà, ça nous semblait beaucoup plus cohérent. Donc, le baccalauréat international propose différents programmes de la primaire jusqu'à la terminale. Par contre, nous avons choisi de se focaliser sur les années de première et terminale. Donc, c'est le programme du diplôme, Diploma Program. Et ils s'appelleront plutôt Year 1, Year 2 par rapport, parce qu'on ne va pas suivre le système de l'éducation nationale. Donc, ça se déroulera dans les 2 dernières années de lycée. Et donc, je voulais aussi passer un petit moment sur le profil de l'apprenant souhaité par l'IB, parce que je trouvais que c'était vraiment en lien avec des élèves qu'on a déjà et avec la philosophie aussi de la Lab School. Donc, c'est-à-dire, on cherche à aller au-delà de la réussite scolaire et à créer, à inculquer des qualités d'engagement, le respect des autres, le respect de la planète. Et le monde qui nous entoure. Donc, je pensais que c'était intéressant et important pour faire un point sur ça. Donc, plus concrètement, le modèle de l'IBDP, donc International Baccalaureate Diploma Program, beaucoup d'acronymes dans ce programme, ça se déroule donc entre 6 domaines. En plus du tronc commun. Donc le tronc commun qui se trouve ici se compose de la théorie de la connaissance qui va être un cours d'épistémologie, un projet Creativity, Activity and Service, donc qui est un projet qui se déroule en dehors de la classe et qui est choisi par l'élève et qui cherche à réunir ces trois thèmes, donc la créativité, l'activité plutôt physique et le service donc philanthropique.
Et finalement, le mémoire, qui est un projet écrit de 4000 mots environ, qui demande de la recherche, des prouesses en écriture, et c'est aussi au choix de l'élève. Donc il peut choisir sa matière, son sujet, et il sera suivi évidemment par un professeur de la Lab School, mais c'est comme ça que ça se déroulera. Après, parmi les 6 domaines, nous avons... chaque groupe a son numéro, vous verrez plus tard pourquoi c'est important. Donc il faudra choisir entre 3 et 4 matières de niveau supérieur et entre 2 et 3 matières de niveau moyen. Et concrètement, la différence entre les deux, c'est qu'en niveau supérieur, on va pouvoir vraiment approfondir beaucoup plus la matière et des questions autour d'un sujet. Et ça se déroulera à peu près en 2 fois plus d'heures qu'un cours de niveau moyen. Donc c'est vraiment, ça nous laisse le temps d'approfondir un sujet. Et donc en groupe 1, on va avoir l'étude des langues et littératures. Donc chez nous, ça sera certainement anglais et français pour continuer le bilinguisme qu'on cherche à la Lab School. En groupe 2, l'acquisition des langues. Donc ça va être la LV2 d'un lycée classique. En groupe 3, les individus et sociétés, donc les humanités, philosophie, psychologie, etc. En groupe 4, les sciences, en groupe 5, les mathématiques, et en groupe 6, les arts, sachant que les arts peuvent être remplacés par une matière en sciences ou individus et sociétés ou en langue. Et donc pour avoir un diplôme bilingue, enfin un diplôme de l'IB mention bilingue, il faudra faire 2 langues dans cette catégorie-là, donc le groupe 1 en études de langue et littérature. Ce qu'on souhaite pour nos élèves qui le souhaiteraient aussi. Peut-être une précision sur l'art aussi. Il y a différents types d'art qui sont proposés, les arts visuels, la musique et peut-être le théâtre, je ne me souviens plus. Et là aussi, c'est un peu comme pour le bac français, on ne pourra pas proposer toutes les options. Il y a plusieurs établissements à Paris qui proposent déjà les arts visuels. Nous, on va s'orienter plutôt sur la musique, qui est beaucoup moins proposée, donc pour qu'il y ait cette spécificité, sauf si on a suffisamment d'élèves pour ouvrir deux mentions, mais en tout cas dans un premier temps pour nos pionniers, ça sera a priori ce qui est proposé. Et d'ailleurs, on a des options déjà de cours d'IB, donc c'est pas du tout fixe, et si on avait de l'intérêt pour d'autres cours, bien sûr, on pourrait l'entendre et l'envisager, mais pour l'instant, voici les cours que l'on pense proposer pour la première année de l'IB. Donc, c'est plus ou moins intuitif, à part les systèmes de l'environnement et société, qui est un cours interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il comptera pour le groupe 3 et le groupe 4. Donc ça peut être intéressant pour alléger le travail et aussi... voilà. Quand tu dis alléger le travail, peut-être qu'il faut préciser, je ne sais pas si tu l'as dit, que les matières en niveau élevé, donc le high level and standard level, le niveau élevé et moyen, correspond à des nombres d'heures de cours différents, et il y a 240 heures réparties sur 2 ans pour le high level et 150 pour le standard level. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous êtes obligés les élèves sont obligés de choisir 3 à 4 matières en niveau high level et 2-3 matières en standard level. On pourra partager les slides aussi après, on pourra les mettre si je vous ce qui fera un total de 6 matières. Voilà, ça fait 6 matières, et donc si une matière est interdisciplinaire, ça veut dire qu'il y a 240 heures pour les 2 matières. Donc effectivement, ça permet de diminuer le nombre d'heures, c'est ça? Cette matière-là, elle se fait aussi sur 240 heures et elle compte pour 2 matières. Il faudra forcément faire 6 matières. Donc ça compte si on veut faire par exemple 2 langues. Bilingue. Voilà. D'accord. Voilà, donc non, ça ne permet pas d'avoir moins d'heures de cours. C'est vrai, c'est pas moins d'heures de cours. Mais ça permet une option, je prends un cas fictif, mais un étudiant qui voudrait faire l'IB bilingue, mais qui veut aussi faire musique, n'est pas censé faire 2 langues. Donc il pourrait choisir cette matière-là qui compte pour 2 et faire les deux langues, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses. Sur le groupe 2, il n'y a pas de langue 2 comme l'espagnol?
Alors on y réfléchit, ça dépend s'il y a des demandes. A priori on pourrait le faire, hein. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que tout n'est pas fixé. Et effectivement on pourrait tout à fait, surtout pour, on peut imaginer un locuteur espagnol pour qui ça peut être une facilité de... Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut prendre des notes sur les questions pour qu'on puisse rajouter ça sur la liste des questions fréquentes? Parce qu'effectivement, il y a certainement des choses, c'est la première réunion qu'on fait de ce type, il y a certainement des choses qu'on a oubliées, et donc merci Stéphanie, sinon je pense Voilà. Et donc, encore un emploi du temps fictif exemplaire, mais qui comprend, pourrait ressembler à un emploi du temps pour un élève de first year IB, DP. Voilà, là aussi c'est quelque chose sur quoi on va travailler. Par exemple de commencer à 8h40 le matin, alors que justement, sachant que les ados ont tendance à se réveiller plus tard pour des raisons biologiques, cette année chez nous au collège, les élèves commencent à 9h. Et ça permet de mieux respecter leur rythme biologique. Si on est obligé de revenir en arrière sur ce 8h40, c'est parce qu'il y a 240 heures à caser pour les high level et 150 pour les standard. Mais peut-être qu'on pourra s'organiser de manière différente. Il est possible aussi de décider de raccourcir certaines vacances scolaires, hein, et de ne pas forcément avoir 2 semaines entières de vacances scolaires et de commencer un peu plus tard, finir un peu plus tôt. Enfin, voilà, tout ça c'est des choses, c'est dans 2 ans, c'est loin. Et ça c'est un exemple d'emploi du temps premier et terminal, c'est Oui, ça c'est ça, oui. Et l'autre qu'on a vu, c'était pour le second. Voilà, on va revenir. Donc, comme j'allais le dire, le travail est work in progress et l'IB c'est dans 2 ans, c'est dans longtemps. Donc on essaye d'anticiper. C'était ta dernière slide, oui, celle d'emploi du temps. On essaye d'anticiper, mais on n'est pas encore dans la prise de décision et les choses ne sont pas encore fixées. Ce qui a été fait concrètement, c'est que Alice et moi avons fait une première formation pour l'IB, moi en tant que chef d'établissement, Alice en tant que coordinateur. D'autres formations sont prévues pour les enseignants, Isabelle est sur le point de s'inscrire. Et en fait, on va avoir besoin de former tous les enseignants parce que c'est une exigence de l'IB que non seulement les enseignants soient compétents et expérimentés, mais en plus aient suivi la formation spécifique de l'IB et soit dans une démarche de formation continue, d'apprentissage tout au long de la vie. Donc voilà, ça fait partie du processus et il y a des choses pour lesquelles on n'a pas encore les réponses parce qu'on n'a nous-mêmes pas encore fait toutes les formations. Vous aviez présenté dans l'emploi du temps des secondes la possibilité de dégager l'après-midi pour des activités musique ou sport. Ça serait encore possible ici ou les matières que vous affichez dans Là, c'est l'emploi du temps de seconde. Donc ça serait pendant le temps d'études du vendredi. Alors musique, il faudra qu'on voit quand on la met et puis qu'on voit aussi si on garde en seconde. Ça serait musique, ça serait peut-être pour la préparation à l'IB pour des enfants qui auraient un projet musical. Mais on ne va pas garder les matières comme dans le lycée classique d'ailleurs, on ne va pas forcément garder toutes les matières artistiques de manière obligatoire, hein, parce que en seconde les enfants peuvent avoir déjà des choix à faire. Donc ce temps, mais il faudra vraiment qu'on discute avec chaque famille, il faut que ce soit un projet, soit des enfants qui sont en club, un peu comme les CHAM en fait, hein, comme les classes à horaires aménagées, donc des enfants qui sont soit en club, soit au conservatoire, soit dans des activités dont on soit sûr qu'ils ont vraiment besoin de ce temps-là pour avoir une pratique et un projet. C'est pas juste pour avoir un emploi du temps un peu plus cool et puis bosser moins, c'est vraiment parce que sinon l'IB est très exigeant, c'est quelque chose qui est connu. Donc c'est aussi pour des enfants qui ont envie d'apprendre et d'être mobilisés dans les apprentissages. Donc sinon pour les élèves qui n'ont pas un projet particulier artistique ou sportif ou autre, hein, on n'a peut-être pas pensé à tout non plus, il faudra qu'on discute avec les familles. Justement, vous dire le mot sport. Dans l'IB, il n'y a pas de sport Ça va venir se caser dans le CIS. core, le Creativity Action Service. Ouais, activity, c'est activité physique, hein. Mais il n'y a pas 1 heure de PS ou 2 heures de PS obligatoire. En revanche, nous, c'est une des questions qu'on se pose. On a certains élèves qui sont déjà très sportifs, qui font du sport en club par ailleurs, d'autres élèves dont on voit bien qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Et je pense que en tout cas pour garder un corps en bonne santé, c'est important, mais peut-être à voir comment on introduit
dans les choses du quotidien, pas forcément mettre 2 heures de PS comme ils en auront en seconde. Mais ça, c'est une réflexion pour plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales? Sinon, je propose qu'on se mette, je ne sais pas quelle heure il est, par petit groupe. 11h05. 11h05. Moi, je ne connaissais pas j'ai eu l'idée du bac international et après, par rapport au changement, par exemple, pour les études supérieures, quels sont les avantages et par rapport à un bac classique? Alors, l'avantage, c'est que le bac international est reconnu vraiment dans tout le monde entier. Donc, pour des élèves qui souhaiteraient faire des études à l'étranger, là, c'est vraiment intéressant. Les Ivy League, par exemple, aux États-Unis, vont demander un nombre de points donc, en fin de l'année de terminale de l'Ivy, il y a des examens où on peut gagner jusqu'à 7 points par matière. Et donc, un Ivy League aux États-Unis va demander 42 points, donc c'est-à-dire que des 7 partout. Pareil, Oxford, Cambridge, qui reconnaît aussi au UK, va demander pareil dans les quarantaines de points. Et donc, chaque université va déterminer ses critères pour l'IB, mais l'avantage, c'est qu'il reconnaît déjà ce programme. Et pareil en France, il est aussi reconnu dans les études supérieures, dans les écoles de commerce, les écoles de droit. Voilà, il est tout. Du coup, par la suite, dès qu'ils ont fait leur bac, est-ce qu'ils peuvent continuer les études absolument en IB ou on peut choisir les autres? Par exemple, si on veut faire une université normale, aller dans les écoles publiques, l'université publique, ils ont le droit ou non, il faut qu'ils continuent du coup dans les privés en IB? Alors le IB se termine à la terminale, d'accord, à la dernière année du lycée. Donc après, le programme de IB n'existe plus. Oui, ils pourraient très bien envisager un curriculum dans l'éducation. Je pense qu'il faut repréciser, donc, comme tu dis Alice, si les jeunes veulent poursuivre des études à l'étranger, effectivement l'IB est un vrai atout puisque contrairement au bac français, il est reconnu notamment évidemment dans les pays anglo-saxons. Et après, en fait, donc en France actuellement, le système d'inscription dans les études supérieures, c'est Parcoursup, qui est, comme dit Pascal, avec le bac qui change, il y a encore énorme, on est vraiment clairement dans le tâtonnement, j'en parle en connaissance de cause. Donc, ce qui est certain, et ça nous a été dit, y compris en discutant avec des chefs d'établissement de lycée actuellement, c'est qu'en fait, justement, parce que ce système de Parcoursup est encore en voie de test, de toute façon, dans tous les cas, les élèves qui sont titulaires de l'IB, puisque c'est quand même reconnu par les meilleures universités internationales, ils peuvent s'adresser directement à l'établissement de leur choix. Donc, voilà. Squeezer d'une certaine manière Parcoursup parce que, non mais c'est vrai, c'est ce que ça m'a été dit très longtemps. Voilà, parce qu'en fait c'est reconnu. Donc il y a toujours, y compris pour aller dans une fac de droit, enfin à Panthéon-Sorbonne, à ça, voilà, en envoyant le diplôme de l'IB, qui est vraiment une passerelle tout à fait possible. Donc ça, il n'y a aucun frein par rapport à ça. Et on ne sait pas d'ici à ce que nos élèves, nos promos seront en terminale, comment ça aura évolué, parce que ça change vraiment tous les ans sur la construction, l'organisation, les SP, les dates des SP, qui devaient, elles devaient être choisies en fin de deuxième trimestre cette année pour les élèves de première. Ça vient de changer, c'est repoussé à la... Vraiment, ça change encore beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours cette option, ne serait-ce que pourquoi? Parce qu'en fait, les études supérieures s'internationalisent beaucoup, et énormément d'élèves partent, et notamment les meilleurs, certains d'entre vous suivent peut-être, les prépas, qui étaient une spécificité très française, ont leurs effectifs qui diminuent, parce qu'une partie des élèves les plus motivés et brillants vont directement en fait à l'étranger. Et là, la reconnaissance du bac français n'est pas du tout la même, évidemment, que celle de l'IB. Et de la même manière, les universités françaises et les meilleures écoles françaises ont aussi envie d'attirer des étudiants internationaux. Et donc, ceux qui arrivent en France avec l'IB ont aussi vraiment un avantage. Donc ça, on a bien vérifié avant de se lancer là-dedans que c'est loin d'être pénalisant pour les élèves, quel que soit leur choix, c'était au contraire vraiment un atout. Oui, juste pour compléter, puis après on vous donnera la parole à toutes les personnes qui l'ont demandé. J'ai pas vu ce que je voulais dire. Ce qu'on voit en France aussi, c'est qu'un nombre croissant d'écoles, d'établissements demandent cette accréditation de l'IB. Donc on n'est pas les seuls à faire cette démarche-là, donc ça témoigne d'un mouvement, y compris vraiment d'internationalisation des études, et aussi d'une certaine manière, c'est un peu l'effet paradoxal de la réforme actuelle,
comme il y a cette grande part de contrôle continu, ce qui n'est pas le cas de l'IB qui est uniquement un examen, il y a une partie aléatoire en fait. On ne sait pas finalement bien, en tous les cas c'est ce que disent les directeurs d'école ou des présidents d'université, on ne sait pas finalement ce que valent les notes, puisqu'il y a eu vraiment cet effet d'inflation des notes pour favoriser les élèves de chaque lycée, et donc un examen complètement objectif et reconnu internationalement échappe complètement à tous ces biais. Donc c'est vraiment... Madame, et puis après Lise. Je voulais rebondir en proposant le diplôme IB à l'établissement en parallèle que Parcoursup, ça veut dire que c'est des établissements privés, non? Non, je confirme, y compris les universités, voilà, tout à fait, absolument. Il y a vraiment justement parce qu'il y a des élèves brillants qui arrivent de l'étranger ou qui arrivent des écoles internationales, y compris en France, qui ne présentent que l'IB. Et je devrais préciser aussi, le programme de l'IB n'est pas que pour des lycées privés ou des établissements privés, il existe aussi dans des établissements publics partout dans le monde. Mais y compris des lycées sous contrat français ou publics comme le lycée international où ils préparent l'IB. Et là, ils entrent dans les... Alors après, il y a des procédures spécifiques, par exemple un certain nombre de concours pour accéder dans les écoles d'ingénieurs qui sont post-bac ou l'école de commerce post-bac. De toute façon, en fait, tous les élèves, Parcoursup ou pas Parcoursup, quel que soit le bac, ont en fait des concours Sésame et autres à passer. Donc voilà, là ils sont... ça n'exclut pas de ces procédures-là, mais ça n'empêche pas et tous les autres élèves doivent les passer. Styliste. C'est une question de précision, c'est sur les langues. Si j'ai bien compris, le site de l'IB, il y a la possibilité de prendre un deuxième cours de groupe 1 à la place de groupe 2. Ça? Oui. D'accord. Oui. Donc tu as la possibilité de prendre à la fois anglais et français. Oui, tout à fait. Pour le nombre de points requis dans les universités étrangères ou dans les écoles étrangères, est-ce qu'il est corrélé au nombre de matières? Par exemple, vous dites 42 points pour certaines universités américaines. Est-ce que c'est 42 points sur 5 matières ou le nombre de matières confondues? Oui, au total. Donc chaque matière, on a la possibilité de gagner 7 points par matière. Et donc vous avez vu sur le schéma en cercle que chaque élève doit choisir 6 matières en plus. Il y a un maximum de matières? Oui, okay. oui, tout à fait. Jeanne, oui. Oui, peut-être j'ai pas été très attentive, mais je sais que le projet évolue. Vous parliez au départ d'un IB anglophone, puis les deux, on en est où? On voit les matières, les cours, ils seront en quelle langue? Moi, on parle français. Alors ça fait partie des questions qu'on a posées tout récemment et dès que notre candidature sera acceptée, je pense qu'on a de bonnes chances pour qu'elle soit acceptée, on aura un consultant, donc quelqu'un qui pourra nous accompagner dans la démarche d'accréditation. Mais la première question qu'on a posée à la personne, à notre contact pour l'instant, c'est est-ce qu'on peut le proposer dans les deux langues? Et on avait posé la question par rapport à la théorie de la connaissance, TOK, pour une raison tout à fait pratique, c'est que notre enseignante anglophone, Gabi, de cycle 2, voudrait enseigner au plus grand. Et elle est anglophone, même si elle parle très bien français, elle est avant tout anglophone. Et donc on a demandé s'il était possible qu'un enseignant, par exemple anglophone, enseigne la théorie de la connaissance principalement en anglais, avec du français en complément quand il y a besoin, en achetant évidemment tous les manuels en français pour que les enfants et les élèves aient bien tout le vocabulaire. Et ils nous ont dit que c'était possible. Mais donc ça suppose effectivement que les enfants qui viendront s'inscrire, je dirais plus les enfants, c'est là, les jeunes qui viendront s'inscrire à l'IB aient quand même une bonne maîtrise de l'anglais pour qu'on puisse le faire dans les deux langues. Et on va s'attacher à faire ça dans toutes les matières, c'est-à-dire avoir des enseignants qui puissent enseigner, en tout cas avoir une maîtrise suffisante des deux langues pour pouvoir accompagner des élèves dans les deux langues. Et ça nous permet aussi de garder un système bilingue et d'avoir une continuité entre la primaire et le lycée. L'examen final de l'IB, il est au choix dans la langue maternelle? En anglais ou en français. Ou en espagnol. On peut le faire aussi en espagnol, mais ça nous on n'a pas les moyens de le proposer. Mais les élèves peuvent choisir? Oui. Et à quel moment ils doivent formuler ce choix? Au début. Au début? Oui, quand ça. Donc en première. J'ai une question sur les abréviations, les TDC et CS, c'est quoi déjà? C'est la théorie de la connaissance et puis créativité, activité et service. Ah super, merci.
J'ai vu TOK. Oui. TOK, c'est Theory of Knowledge. Un peu secondaire, dans le groupe 3, la psychologie, c'est quoi? Alors c'est au même titre que de l'histoire ou de la philo, il y a de la psycho. Donc de la psycho scientifique, je suppose qu'ils ont besoin d'apprendre à faire des stats. Moi, je vais sans doute faire la formation. Et s'il y a une demande, ce sera peut-être moi qui l'enseignerai. Sauf si, entre-temps, on a quelqu'un d'autre parmi nos enseignants qui ont une formation, à la fois la formation, les connaissances, et qui font la formation de l'IB. C'est un cours très intéressant. En fait, j'ai fait l'IB en tant qu'élève. Aux États-Unis et j'ai fait le cours de psychologie et c'est un cours la très preuve que ça mène à intéressant. tout, Alice. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le truc vivant pour la Et j'avais fait un niveau supérieur, donc sur 2 ans, et on avait fait une partie sur la connaissance du cerveau, les parties du cerveau et comment ils fonctionnent, leur fonction, et aussi sur la psychologie anormale. On avait passé psychopathologie. Dans le système de l'environnement et société, est-ce qu'il y a des études sur tout ce qui est économie, commerce, ce genre de choses? Pas tellement. Ça va être plutôt des questions sur le réchauffement climatique, comment ça impacte. Peut-être un petit peu, oui, sur l'économie, forcément, mais ça va être plus axé sur les systèmes de l'environnement. Il faut pas me répéter, mais donc les systèmes biologiques, la flore, la faune, et comment ils sont impactés par les changements sociétaux. Oui. Du coup, au début, vous avez parlé des groupes, 3 où ils sont plus forts et 3 où ils sont moyens. C'est là qu'on doit choisir les groupes et combien de classes on doit choisir dans chaque groupe? Oui, tout à fait. Donc, il faudra choisir entre 3 et 4. Donc, si on choisit 4 matières en niveau supérieur, ça veut dire qu'on choisit 2 matières en niveau moyen. Non, 3, 4 et 3, non. Ah non, c'est 6, pardon. Dans tous les cas, c'est 6 matières. Donc 4 en supérieur et 2 en moyen, ou 3 et 3. D'accord, mais après, dans chaque groupe, il y a plusieurs classes, si je comprends. Oui, donc c'est un choix, tout à fait. Et quand on choisit une groupe, ça veut dire les 2 classes, on doit suivre? Non. Ou les 3? Non. Donc parmi un groupe, il donne faudra... un exemple concret, par exemple. Oui, donc si on choisit... le plus basique, ça serait qu'on choisit une matière par groupe. D'accord. À faire, et que parmi ces choix, on ait 3 niveaux supérieurs et 3 niveaux moyens. D'accord. Donc on peut faire... je sais pas, après c'est un peu un puzzle. Imaginons un enfant qui est très fort en maths, qui par contre est moins à l'aise avec les langues et l'histoire. Il va pouvoir prendre comme high level, comme niveau élevé, le cours de maths, le cours de biologie et un 3e cours à son choix, s'il est anglophone, l'anglais, s'il est francophone, le français. Par exemple, s'il fait de la musique, il peut aussi prendre la musique comme niveau élevé, et par contre prendre en niveau moyen les matières dans lesquelles il se sent moins à l'aise parce qu'il y aura moins de cours et que l'exigence est un peu moindre. Moi j'avais posé la question parce qu'une de nos préoccupations, c'est aussi, et ça fait partie de l'IB aussi, de pouvoir accompagner y compris des enfants qui ont des difficultés scolaires, qui peuvent avoir des difficultés, des troubles d'apprentissage ou pour différentes raisons, sont un peu compliquées. Donc j'ai posé la question parce que l'IB demande aussi cette notion d'inclusion aux établissements qui est déjà présente chez nous. Et ils m'ont dit, en fait, c'est un peu révoltant, je trouve, du point de vue de la hiérarchie des matières, mais ils disent que dans ce cas-là, de prendre les mathématiques en niveau standard, en niveau moyen, et de prendre les matières littéraires en niveau élevé, ça rend l'épreuve un peu plus facile. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et niveau points, au niveau des bacs, après ça sera par rapport aux groupes. Si on est plus fort, du coup on a plus de points que je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est pas si on est fort ou pas fort. Le high level, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'exigences, et standard level, un peu moins d'heures de cours et un petit peu moins d'exigences. Donc c'est pas que les enfants sont moyens, c'est ça, je crois que ce que ça veut dire. Et après tout est noté sur 7. Tout est noté sur 7.
Et après, c'est comme dans le bac français, pour l'avoir, il faut avoir la moyenne. Ou est-ce qu'on l'a, quelle que soit la note qu'on a, c'est juste qu'on a 42 ou qu'on a 20 points Non, c'est tout à fait, il y a un minimum de points. Donc maintenant, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il faut, oui, c'est ça. En niveau supérieur, on ne peut pas avoir moins de 4 points sur 7. En niveau moyen, on ne peut pas avoir moins de 3, il me semble. Sinon, c'est pas validé voilà. Et on peut repasser. Oui, tout à fait. Et là, ils seront notés au courant dans le courant de l'année. Alors, ça dépend des épreuves. Ouais. Il y a des épreuves qui sont en contrôle continu, comme on les connaît, qui sont notées par le professeur. Mais surtout, il y a un temps d'examen qui, pour nous, sera certainement en mai, qui se passe partout dans le monde en même temps. Donc, et c'est vraiment le même examen partout dans le monde, traduit anglais, français et espagnol. Et donc, qui après est noté par des examinateurs de l'IB. Donc externe. Non, moi je parle dans le courant de l'année. Dans le courant de l'année. En contrôle, enfin pas en. Il n'y a pas de contrôle continu. Si. Non, mais il n'y a pas de contrôle continu. Il y a des épreuves régulières au cours de l'année. Ah d'accord. Qui sont notées par le. Oui, qui préparent pour l'examen final. Non, ça fait vraiment partie, ça compte envers les points physiques. D'accord. Surtout, je pense que ce qu'on fera, parce que les échos qu'on peut avoir de l'extérieur, le fait de ne pas avoir une note et puis d'avoir des notes à un moment, bon, ils auront des notes pour le brevet, mais c'est pas vraiment problématique. Nous, on a déjà fait tout un travail sur toutes les raisons pour lesquelles c'est préférable d'un point de vue à la fois motivationnel et de confiance en soi et autres, et de relation entre les élèves de ne pas avoir de notes. Mais par contre, ce qu'on fera et ce qu'on a déjà commencé à faire pour le brevet, c'est proposer un accompagnement aux enfants sur comment on se prépare à un examen, comment on se prépare physiquement, comment on se prépare mentalement, comment on régule ses émotions si à un moment on sent que voilà, il y a un petit peu d'anxiété. Et donc ce travail-là, il continuera à être fait. Oui. Je reviens juste sur la seconde, j'ai vu espagnol avec les deux, et puis l'autre langue. Pour l'instant, ici, on n'a que LV2 espagnol. Ça fait partie des projets. Marlène a déjà rencontré une structure qui enseigne le chinois. On s'était dit, dans l'idéal, on aimerait pouvoir proposer plein de langues différentes. Sauf que c'est une question de nombre d'élèves, puisqu'il faut payer un enseignant pour assurer cet enseignement. Et pour l'instant, on n'a pas eu assez de demandes pour le chinois pour que ça se justifie pour aucune autre langue. Gros établissements privés du coup, parce que le chinois il peut proposer dans le public, c'est souvent sur volontariat et ça entre dans le cadre du hors contrat parce que de fait, même sur des établissements de 600 ou 700 élèves, ils ont un groupe d'élèves qui font du chinois de 12 à 15. Donc ça ne peut pas enlever en fait des heures dans la dotation horaire globale. Donc s'il y a des élèves qui sont vraiment intéressés, et du coup même s'ils sont peu nombreux, ça peut être un cours optionnel. Faudrait qu'il y ait 6-8 élèves un minimum. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait quand même une dynamique. Donc c'est une question de demande. Après, c'est l'allemand, mais bon, c'est pareil. Là. En fait, il y a aussi des langues, y compris dans le système public, qu'on peut commencer en seconde, donc ce serait plutôt cette chose-là. Et en général, c'est plutôt italien, chinois qui est proposé, c'est rarement l'allemand qui est plutôt proposé dès la 6e. Et comme les classes sont groupées, 3e, seconde, non, oui, pardon. Oui. Cet exemple d'emploi du temps, donc ce sera aussi l'emploi du temps potentiel de la classe de 3e. Voilà, parce qu'on a une approche qui est le co-enseignement dont Marianne parlait tout à l'heure, hein, et il y a toujours deux enseignants qui soit sont ensemble pour faire des temps qui sont des temps généraux, le conseil. L'anglais, ils sont par groupe de niveau, parce qu'on a des élèves qui sont complètement bilingues ou anglophones au départ, d'autres qui ont avancé de façon à avoir ce même niveau, d'autres qui ont besoin d'approfondir l'anglais encore, donc on les met par groupe de niveau. Et donc ils seront toujours avec soit en groupe de niveau, soit avec l'enseignant anglophone ou francophone sur l'une des deux matières. Qu'est-ce que ça veut dire DST ? Haha, Isabelle. Quelque chose que vous n'aimez absolument pas. Devoir sur table. Une nouveauté. C'est comme un contrôle de connaissances voilà. qui dure un petit peu plus long et qui est un peu plus longtemps et qui est mis dans des conditions un peu plus proches des examens. Oui. C'est vraiment pour se comparer. Mais
c'est un peu comme les dictées, par exemple, il y a des élèves qui détestent, je crois que vous ne détestez pas trop. Donc ça dépend aussi de la manière. Si tu détestes, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que ça vous fasse progresser, que aussi à chaque fois, ça vous permet de savoir où vous en êtes et puis de vous améliorer au fur et à mesure. Et on gardera notre système actuel qui est qu'il n'y a pas de notes qui comptent dans un bulletin. Par contre, peut-être qu'on pourra mettre une appréciation en disant, ben voilà, si on était à l'IB, par exemple, où la notation est sur 7, on serait plutôt de ce côté-là ou de ce côté-là, mais on fera pas, on va garder notre centre de notation que même certains lycées publics mettent à titre expérimental. Et est-ce que ce DST pour les troisièmes, par exemple, pourrait s'inscrire dans la préparation au brevet? Oui, bien sûr, c'est ça. Un des avantages aussi de ce système de camp sanctuarisé du DST, c'est qu'on sait à l'avance à peu près quelles seront les disciplines et ça permet aussi aux élèves d'organiser leur travail, d'apprendre, bon, je sais que je vais avoir DST de telle matière à tel moment, et justement d'espacer les apprentissages, et non pas de réviser que la veille, pour optimiser la mémorisation.